Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer la lecture du chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac. Alors le chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac est une nouvelle publiée dans le journal de l'artiste en 1831, parue une nouvelle fois dans les études philosophiques en 1837, puis intégrée à la Comédie Française en 1846. C'est une nouvelle qui constitue une réelle réflexion sur l'art et la peinture plus particulièrement. Je vais vous lire une petite citation d'Honoré de Balzac avant de commencer la lecture. Tue-moi. Je serai une infâme de t'aimer encore, car je te méprise. Je t'admire et tu me fais horreur. Je t'aime et je crois que je te hais déjà. Voilà, c'était une très belle citation, très passionnée, donc d'Honoré de Balzac. Nous allons donc commencer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons commencer, donc plutôt continuer la lecture. Qu'as-tu ? lui dit-elle. J'ai, s'écria-t-il en étouffant de plaisir, que je me suis senti peintre. J'avais douté de moi jusqu'à présent, mais ce matin, j'ai cru en moi. Je puis être un grand homme. Va, Gillette, nous serons riches, heureux. Il y a de l'or dans ces pinceaux. Mais il se tut soudain. Sa figure grave et vigoureuse perdit son expression de joie quand il compara l'immensité de ses espérances à la médiocrité de ses ressources. Les murs étaient couverts de simples papiers chargés d'esquisses au crayon. Il ne possédait pas 4 toiles propres. Les couleurs avaient alors un haut prix. Et le pauvre gentilhomme voyait sa palette à peu près nue. Au sein de cette misère, il possédait et ressentait d'incroyables richesses de cœur et la surabondance d'un génie dévorant. Amené à Paris par un gentilhomme de ses amis, ou peut-être par son propre talent, il y avait rencontré soudain une maîtresse, une de ces âmes nobles et généreuses qui viennent souffrir près d'un grand homme en épouse les misères et s'efforcent de comprendre leurs caprices. Fortes pour la misère et l'amour, comme d'autres sont intrépides à porter le luxe, à faire parader leur insensibilité. Le sourire errant sur les lèvres de Gillette dorait ce grenier et rivalisait avec l'éclat du soleil. Le soleil ne brillait pas toujours, tandis qu'elle était toujours là, recueillie dans sa passion, attachée à son bonheur, à sa souffrance, consolant le génie qui débordait dans l'amour avant de s'emparer de l'art. « Écoute, Gillette, viens. » L'obéissante et joyeuse fille sauta sur les genoux du peintre. Elle était toute grâce, toute beauté, jolie, comme un printemps, parée de toutes les richesses féminines et les éclairant par le feu d'une belle âme. « Ô Dieu !» s'écria-t-il, « je n'oserais jamais lui dire. »« Un secret ?» reprit-elle. « Oh, je veux le savoir. » Le poussin resta rêveur. « Parle donc. » Gillette, pauvre cœur aimé. « Oh, tu veux quelque chose de moi ? » Oui. « Si tu désires que je pose encore devant toi comme l'autre jour, reprit-elle d'un petit air boudeur, je n'y consentirai plus jamais, car dans ces moments-là, tes yeux ne me disent plus rien. Tu ne penses plus à moi. Et cependant, tu me regardes. Aimerais-tu mieux me voir copier une autre femme ? Peut-être, dit-elle, si elle était bien laide. Eh bien, reprit le poussin d'un ton sérieux, si pour ma gloire à venir, si pour me faire grand peintre, il fallait aller poser chez un autre. Tu veux m'éprouver, dit-elle. Tu sais bien que je n'irai pas. Le poussin pencha sa tête sur sa poitrine comme un homme qui succombe à une joie ou à une douleur trop forte pour son âme. Écoute, dit-elle en tirant Poussin par la manche de son pourpoint usé. Je t'ai dit, Nick,
que je donnerais ma vie pour toi. Mais je ne t'ai jamais promis, moi vivante, de renoncer à mon amour. » « Y renoncer ?» s'écria Poussin. « Si je me montrais ainsi à un autre, tu ne m'aimerais plus. Et moi-même, je me trouverais indigne de toi. Obéir à tes caprices, n'est-ce pas une chose naturelle et simple? Malgré moi, je suis heureuse et même fière de faire ta chère volonté. Mais pour un autre, fi donc. »« Pardonne, ma Gilette, dit le peintre en se jetant à ses genoux. J'aime mieux être aimé que glorieux. Pour moi, tu es plus belle que la fortune et les honneurs. Va, jette mes pinceaux, brûle ces esquisses. Je me suis trompée, ma vocation est de t'aimer. Je ne suis pas peintre, je suis amoureux. Périssent et l'art et tous ses secrets. » Elle l'admirait, heureuse, charmée, elle régnait. Elle sentait instinctivement que les arts étaient oubliés pour elle et jetés à ses pieds comme un grain d'encens. « Ce n'est pourtant qu'un vieillard, reprit Poussin. Il ne pourra voir que la femme en toi. Tu es si parfaite. »« Il faut bien aimer, s'écria-t-elle, prête à sacrifier ses scrupules d'amour pour récompenser son amant de tous les sacrifices qu'il lui faisait. Mais, reprit-elle, ce serait me perdre. Me perdre pour toi. Oui, cela est bien beau. Mais tu m'oublieras. Oh, quelle mauvaise pensée as-tu donc eue là? Je l'ai eu et je t'aime, dit-il, avec une sorte de contrition. Mais je suis donc un infâme. Consultons le père Adouin, dit-elle. Oh non, que ce soit un secret entre nous deux. Eh bien, j'irai, mais ne sois pas là, dit-elle, reste. À la porte, armée de ta dague. Si je crie, entre et tue le peintre. Ne voyant plus que son art, le Poussin pressa Gilette dans ses bras. Il ne m'aime plus, pensa Gilette, quand elle se trouva seule. Elle se repentait déjà de sa résolution, mais elle fut bientôt en proie à une épouvante plus cruelle que son repentir. Elle s'efforça de chasser une pensée affreuse qui s'élevait dans son cœur. Elle croyait aimer déjà moins le peintre en le soupçonnant moins estimable. Chapitre 2. Catherine Lescaut. 3 mois après la rencontre du Poussin et de Porbus, celui-ci vint voir maître Frennhofer. Le vieillard était alors en proie à l'un de ces découragements profonds et spontanés dont la cause est, s'il faut en croire les mathématiciens de la médecine, dans une digestion mauvaise, dans le vent, la chaleur ou quelques empattements des hypocondres, et suivant les spiritualistes, dans l'imperfection de notre nature morale. Le bonheur s'était purement et simplement fatigué à parachever son mystérieux tableau. Il était languissamment assis dans une vaste chaire de peine sculptée garnie de cuir noir et sans quitter son attitude mélancolique. Il lança sur Porbus le regard d'un homme qui s'était établi dans son ennui. « Eh bien, maître, lui dit Porbus, l'outre-mer que vous êtes allé chercher à Bruges, était-il mauvais? Est-ce que vous n'avez pas su broyer notre nouveau blanc? Votre huile est-elle méchante? Ou les pinceaux rétifs? » « Hélas, s'écria le vieillard, j'ai cru pendant un moment que mon œuvre était accomplie. Mais je me suis certes trompé dans quelques détails, et je ne serai tranquille qu'après avoir éclairci mes doutes. Je me décide à voyager et vais aller en Turquie, en Grèce ou en Asie, pour y chercher un modèle et comparer mon tableau à diverses natures. Peut-être ai-je là-haut, reprit-il en laissant échapper un sourire de contentement, la nature elle-même. Parfois, j'ai quasi peur qu'un souffle ne me réveille cette femme et qu'elle ne disparaisse. Puis il se leva tout à coup, comme pour partir. « Répondit Porbus, j'arrive à temps pour vous éviter la dépense et les fatigues du voyage. »« Comment ?» demanda Frennhofer, étonné. Le jeune Poussin est aimé par une femme dont l'incomparable beauté se trouve sans imperfection aucune. Mais mon cher maître, s'il consent à vous la prêter, au moins faudra-t-il nous laisser voir votre toile. Le vieillard resta debout, immobile, dans un état de stupidité parfaite. « Comment ?» s'écria-t-il enfin douloureusement. « Montrer ma créature, mon épouse ?»
déchirer le voile dont j'ai chastement couvert mon bonheur? Mais ce serait une horrible prostitution. Voilà 10 ans que je vis avec cette femme. Elle est à moi seule. Elle m'aime. Ne m'a-t-elle pas souri à chaque coup de pinceau que je lui ai donné? Elle a une âme, l'âme dont je l'ai douée. Elle rougirait si d'autres yeux que les miens s'arrêtaient sur elle. La faire voir. Mais quel est le mari, l'amant assez vil pour conduire sa femme au déshonneur? Quand tu fais un tableau pour la cour, tu n'y mets pas toute ton âme, tu ne vends aux courtisans que des mannequins coloriés. Ma peinture n'est pas une peinture, c'est un sentiment, une passion. Née dans mon atelier, elle doit y rester vierge et n'en peut sortir que vêtue. La poésie et les femmes ne se livrent nues qu'à leurs amants. Possédons-nous les figures de Raphaël. L'Angélique de l'Arioste, la Béatrix de Dante. Non, nous n'en voyons que les formes. Eh bien, l'œuvre que je tiens là-haut, sous mes verrous, est une exception dans notre art. Ce n'est pas une toile, c'est une femme. Une femme avec laquelle je pleure, je ris, je cause et je pense. Veux-tu que tout à coup je quitte un bonheur de 10 années, comme on jette un manteau? Que tout à coup je cesse d'être père, amant et Dieu? Cette femme n'est pas une créature, c'est une création. Vienne ton jeune homme, je lui donnerai mes trésors. Je lui donnerai les tableaux du Corrège, de Michel-Ange, de Titien. Je baiserai la marque de ses pas dans la poussière, mais en faire mon rival, honte à moi. Je suis plus amant encore que je ne suis peintre. Oui, j'aurai la force de brûler ma Catherine à mon dernier soupir, mais lui faire supporter le regard d'un homme, d'un jeune homme, d'un peintre? Non, non. Je tuerai le lendemain celui qui l'aurait souillé d'un regard. Je te tuerai à l'instant, toi, mon ami, si tu ne la saluais pas à genoux. Veux-tu maintenant que je soumette mon idole au froid regard et aux stupides critiques des imbéciles? L'amour est un mystère, il n'y a de vie qu'au fond des cœurs et tout est perdu quand un homme dit même à son ami « Voilà celle que j'aime ». Le vieillard semblait être redevenu jeune. Ses yeux avaient de l'éclat et de la vie. Ses joues pâles étaient nuancées d'un rouge vif et ses mains tremblaient. Porbu, étonné de la violence passionnée avec laquelle ses paroles furent dites, ne savait que répondre à un sentiment aussi neuf que profond. Frennhofer était-il raisonnable ou fou? Se trouvait-il subjugué par une fantaisie d'artiste où les idées qu'il avait exprimées procédaient-elles de ce fanatisme inexprimable, produit en nous par le long enfantement d'une grande œuvre? Pouvait-on jamais espérer de transiger avec cette passion bizarre? En proie à toutes ces pensées, Porbu dit au vieillard: « Mais n'est-ce pas femme pour femme? Poussin ne livre-t-il pas sa maîtresse à vos regards? » « Quelle maîtresse? » répondit Frennhofer. « Elle le trahira tôt ou tard. La mienne me sera toujours fidèle. » « Eh bien, reprit Porbus, n'en parlons plus. Mais avant que vous trouviez, même en Asie, une femme aussi belle, aussi parfaite, vous mourrez peut-être sans avoir achevé votre tableau. » « Oh, il est fini, dit Frennhofer. Qui le verrait croirait apercevoir une femme couchée sur un lit de velours sous des courtines. Près d'elle, un trépied d'or exhale des parfums. Tu serais tenté de prendre le gland des cordons qui retiennent les rideaux et il te semblerait voir le sein de Catherine rendre le mouvement de sa respiration. Cependant, je voudrais bien être certain. « Va en Asie, répondit Porbus, en apercevant une sorte d'hésitation dans le regard de Frennhofer. Et Porbus fit quelques pas vers la porte de la salle. En ce moment, Juliette et Nicolas Poussin étaient arrivés près du logis de Frennhofer. Quand la jeune fille fut sur le point d'y entrer, elle quitta le bras du peintre et se recula comme si elle eût été saisie par quelque soudain pressentiment. « Mais que viens-je donc faire ici ?» demanda-t-elle à son amant d'un son de voix profond et en le regardant d'un œil fixe. « Gilette, je t'ai laissée maîtresse et veux t'obéir en tout. Tu es ma conscience et ma gloire. Reviens au logis. Je serai plus heureux. Peut-être que si tu... Suis-je à moi quand tu me parles ainsi? Oh, non. Je ne suis plus qu'une enfant.
Allons, ajouta-t-elle en paraissant faire un violent effort. Si notre amour périt et si je mets dans mon cœur un long regret, ta célébrité ne sera-t-elle pas le prix de mon obéissance à tes désirs? Entrons, ce sera vivre encore que d'être toujours comme un souvenir dans ta palette. En ouvrant la porte de la maison, les deux amants se rencontrèrent avec Morbus qui, surpris par la beauté de Gillette, dont les yeux étaient alors pleins de larmes, la saisit toute tremblante et la menant devant le vieillard. « Tenez, dit-il, ne vaut-elle pas tous les chefs-d'œuvre du monde ?» Frauenhofer tressaillit. Gillette était là, dans l'attitude naïve et simple d'une jeune Georgienne, innocente et peureuse, ravie et présentée par des brigands et quelques marchands d'esclaves. Une pudique rougeur colorait son visage. Elle baissait les yeux, ses mains étaient pendantes à ses côtés, ses forces semblaient l'abandonner et des larmes protestaient contre la violence faite à sa pudeur en ce moment. Poussant au désespoir d'avoir sorti ce beau trésor de son grenier, se maudit lui-même. Il devint plus amant qu'artiste et 1000 scrupules lui torturèrent le cœur quand il vit l'œil rajeuni du vieillard qui, par une habitude de peintre, déshabilla